La physique moderne exprime cela de façon très belle, comme c'était exprimé traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shava, une énergie suprême mais inerte. Si tu crées des états de vide, soudain, des protons virtuels et neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Ceux qui ont essayé d'appréhender ce qui est là à Kailash, ils s'y sont tous dissous. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il va vous permettre de vous poser. Ça va aller au cœur même du savoir. Le vide est généralement négatif. Le vide a une connotation négative. Tout le monde veut être plein. Qui veut être vide? Mais c'est en recherchant la plénitude que les gens se sont détruits. Dites-moi, combien d'argent faut-il pour remplir votre poche? Si on y met 1 trillion de dollars, sera-t-elle pleine? Si on y met 10 trillions de dollars, sera-t-elle pleine? Non. Quoi que vous y mettiez, la poche ne peut pas être pleine. Cela n'existe pas. Combien en faut-il, combien de connaissances faut-il pour remplir votre mental? Si vous broyez toutes les bibliothèques de la planète et les versez dans votre tête, elle ne sera toujours pas pleine. Combien de personnes devez-vous aimer pour remplir votre cœur? 7,3 milliards de personnes, il y a encore de la place. Donc il ne devient jamais plein. Donc la plénitude est une poursuite vide. Le vide est toujours total. Krishna l'a dit magnifiquement. Quand Arjuna a demandé quelle est la nature de cette fichue vérité, parce que si je te demande est-ce que c'est si, tu dis oui. Si je te demande est-ce que c'est ça, tu dis oui. À un autre moment, si je te demande est-ce que c'est si, tu dis non. Si je te demande est-ce que c'est ça, tu dis non. Quelle est la nature de cette vérité? Où est-elle? Comment est-elle? Quelle est sa forme? Alors Krishna rit et dit, la nature de la vérité dans l'existence est telle que ce qui semble être du poison, si tu le consommes, ça va devenir l'élixir de vie. Ce qui ressemble à de l'élixir, si tu le consommes, ça va devenir ton poison. Dites-moi, en quête de plénitude, toute l'humanité n'a-t-elle pas empoisonné sa propre vie? N'a-t-on pas déchiré la planète en quête de plénitude? Quand on dit Shiva, on parle de ce qui n'est pas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contenant. Ce n'est pas quelque chose qui peut être dans un contenant quelconque, pas même dans un contenant cosmique. C'est dans le giron de Shiva que le cosmos a lieu, parce que c'est ce qui n'est pas. Quand quelqu'un réalise cela, ou fait l'expérience de cela, cette personne aussi, on l'appelle Shiva. C'est comme ça qu'Adiyogi a été appelé Shiva, parce qu'il a touché cette dimension, s'est uni à elle. Et la seule façon de la connaître, c'est de se dissoudre en elle, pas en la saisissant. Tu ne peux pas la saisir. Il y a des tas d'histoires où ce sont des situations qui ont eu lieu. Ceux qui ont essayé de saisir ce qui est là, à Kailash, ils s'y sont tous dissous. La première fois que je suis allé à Kailash et que j'ai vu ça, il y a 14 ans, depuis j'y vais chaque année, les 2-3 premières fois quand j'y suis allé, le phénomène qui a lieu là, alors j'ai fait un plan avec quelques personnes, allons-y et restons 3 ou 4 mois, on va comprendre ce que c'est que ce truc. Quand j'ai touché quelques dimensions de la chose, alors j'ai su que, à moins de vouloir en finir ici, ce n'est pas la chose que tu veux faire. Donc maintenant, j'y vais juste, profite juste de la magnifique présence et reviens. Parce que si tu essaies de le saisir, la seule façon de s'y prendre, c'est de s'y dissoudre. Pas encore le moment pour ça. Shiva veut dire, est très joliment décrit comme ça, et aujourd'hui la physique moderne
dit cela de façon très belle, comme c'était dit traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shava. Shava veut dire un corps mort, c'est-à-dire inerte. Il n'est pas actif, juste inerte. Une énergie suprême, mais inerte. Donc, l'histoire est la suivante. Shiva est juste allongé là. Shakti, elle est une émanation de lui, mais elle s'est mise à danser. Et soudain, il s'est réveillé. Comme elle a dansé sur son corps, il s'est réveillé en rugissant, donc on l'a appelé Rudra. Ensuite, il s'est un peu calmé, alors on l'a appelé Hara. Ensuite, il s'est vraiment posé dans un état de stabilité éternelle, alors on l'a appelé Sadashiva, ce qui veut dire toujours Shiva. Il y a un parallèle. Aujourd'hui, les scientifiques nucléaires, ou pas dans le sens de... Aujourd'hui, quand on dit nucléaire, les gens ne pensent qu'à l'énergie, pas dans ce sens. La physique fondamentale parle de cela. Si tu crées des états de vide, c'est-à-dire des états de néant absolu, si tu... pas à l'intérieur de cela, autour de cela, si tu fais passer des charges électriques, soudain, des protons virtuels et des neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Dans l'espace où il n'y a absolument rien, pas même une charge électrique. La charge électrique ne fait que danser autour. À cause de cela, des protons virtuels et des neutrons virtuels apparaissent. Cela veut dire qu'il est possible de créer quelque chose dans ce néant absolu. Donc, c'est ce qui est dit traditionnellement. Shiva était allongé, totalement inerte. Vous verrez des images comme ça en Inde. Shiva est étendu, comme mort. Shakti est debout sur sa poitrine, en train de danser. C'est l'image qu'ils ont créée. Quand l'énergie a agi, soudain, cet espace inerte a explosé d'activité en rugissant. Donc il a été appelé le rugissant, ou Rudra au départ. Il est malheureux que tout doivent être authentifiés par des fragments d'informations que la science a extraits de l'existence. C'est précieux pour la technologie, mais pas précieux pour la réalisation. Les meilleurs scientifiques du monde savent qu'ils n'ont rien compris. Il n'y a que les scientifiques des manuels qui pensent qu'ils savent tout. Les plus grands scientifiques du monde ont déclaré que non seulement on ne sait pas, mais on ne saura pas, disent-ils. Parce que ils savent qu'avec les moyens actuels d'exploration, ils savent où ça va s'arrêter. L'utile, tu peux l'explorer. Le savoir, tu ne peux pas l'explorer avec la méthodologie que vous avez. Vous ne devriez pas essayer de le saisir. Vous devez vous poser en lui. Si vous vous posez en lui, posez en lui, posez en lui, ça va aller jusqu'au cœur du savoir. Combien de temps, combien d'années ça va prendre? Ce n'est pas comme ça. Si vous avez l'intensité nécessaire, ça peut se faire en un instant, ou ça peut prendre 100 vies. Le temps dépend du niveau d'intensité et de concentration. Tout le problème ici, c'est que la plupart, parce que malheureusement l'éducation est entièrement axée sur l'intellect. Elle ne nourrit qu'une seule dimension de notre intelligence, qu'on appelle l'intellect. À cause de cela, on essaie de tout comprendre logiquement. Cela est en soi une immense barrière. Tant que tu es enfermé dans ta propre logique, la magie de la vie ne va pas se révéler à toi. C'est pour ça que le processus est conçu de telle façon
que tu t'assoies simplement. Tu n'essaies pas d'aller où que ce soit, juste lui permettre de se poser. Ce qui se pose intérieurement ne peut pas aller au mauvais endroit, n'est-ce pas? Si tu vas à l'extérieur, tu peux te retrouver au mauvais endroit. Tu te tournes vers l'intérieur, tu ne peux pas aller au mauvais endroit. En allant de plus en plus profond, tu ne peux aller que vers la source. Tu ne peux aller nulle part ailleurs. Dans un voyage extérieur, tu pourrais te perdre toute une vie sans savoir ce qui t'arrive. Le voyage intérieur n'est pas comme ça. À l'intérieur, ce n'est pas un voyage vraiment. C'est juste se poser. Le processus, la méthodologie de Samyama n'est pas Samyama, c'est juste un outil. Si vous utilisez l'outil comme il faut, vous vénérez l'outil, vous n'irez nulle part. Si vous le préservez, vous n'irez nulle part. L'outil doit être utilisé. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il vous permettra de vous poser. Quel genre de personnalité se forger? Oh, j'ai un petit aveu à faire. Je peux? Donc, quand vous dites personnalité, vous parlez de... Quelles sont les qualités qui doivent me guider? Si vous êtes un être humain joyeux et sensé, vous ferez ce qu'il y a de mieux. Prenez juste soin de cette seule chose. Namaskaram Sadhguru. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est une expérience merveilleuse ces 2 derniers jours. Ma question concerne la personnalité. La personnalité de qui? Ma personnalité. Oh, donc vous êtes une personnalité, c'est ça? Être une personnalité est un peu mieux qu'être une créature. C'est sûr. Donc, je viens d'une famille modeste. Mon père était chauffeur de poids lourd. Je suis né et j'ai grandi dans des bidonvilles. Les chauffeurs de poids lourds ne sont pas des conditions modestes. Qu'est-ce qu'il dit? Quel genre de personnalité dois-je construire pour mon propre développement holistique, pour pouvoir servir les gens et que ça me serve aussi, me rende heureux? Veuillez vous asseoir, merci. Donc, j'ai un petit aveu à faire, je peux? Quand j'étais au lycée, peut-être quand j'avais 12 ou 13 ans, pendant ces 1 an et demi, 2 ans, j'ai sérieusement pensé à devenir chauffeur de poids lourd. Pas parce que c'était une leçon d'humilité, parce que c'était la chose la plus puissante à faire. Parce que j'étais fou de moteurs. Ce sont les plus gros moteurs en circulation. Donc ça va. Eh bien, voyez, en surface, si nous nous regardons, celui-ci aime une chose, celui-là aime autre chose. Il n'y a pas 2 personnes qui aiment exactement les mêmes choses. Comment en êtes-vous arrivé là? Pourquoi est-ce que l'un aime ceci et l'autre aime cela? L'exposition. La culture, n'est-ce pas? Qui vous cultive? Qui vous façonne comme ça? La plupart du temps, le façonnage est inconscient. Les parents ont désespérément essayé, mais vous savez, leur influence diminue avec vous tous. Elle diminue. Il fut un temps où la grand-mère était la plus grande influence. Maintenant, qui diable écoute la grand-mère? Ils vont consulter la dame de Google. Donc, il y a eu une très forte diminution de l'influence des parents au cours des 20 dernières années ou 25 dernières années. Donc, quand cela a eu lieu, que ceux qui tenaient le plus à quelqu'un, ils ont raison ou tort, mais ils tiennent à vous.
n'étant plus influencé par eux, mais étant influencé par quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, que ce soit dans la rue, ou en ligne, ou à l'école, ou n'importe où les enfants vont, où les gens grandissent, il y a un énorme flux dans la société. Si l'on ne gère pas ce flux prudemment, de façon responsable, ça peut être un désastre, vous savez. Parce que les gens qui ne se soucient pas sincèrement de vous essaient de vous façonner. Les gens qui ont pris soin de vous, à coup sûr, ils tiennent à vous. Mais ont-ils du recul sur la vie? Pas forcément. La question c'est, ce qui se présente à vous, en grande partie, est une conséquence de l'époque dans laquelle on vit. Ce qu'on en fait est à 100% entre nous. Donc, ce qu'on en fait, c'est ce que vous appelez la personnalité. Ce n'est pas un mot très positif. Tu es une personnalité, mais pas un mot positif, ok? Donc, quand vous parlez de personnalité, vous parlez de... Quelles sont les qualités qui doivent me guider? S'il y avait le choix entre être assis ici, débordant d'extase, à chaque instant de votre vie, ou être, comme les gens disent, les hauts et les bas, c'est bien, tu sais, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ou certains disent même, il n'y a que quand tu es vraiment déprimé et vraiment opprimé, que ton intelligence va s'enflammer et tu as vu toutes les choses formidables qu'ils ont faites. Les gens ont fait de très grandes choses quand ils ont été emprisonnés et battus et torturés. Il y a des gens qui soutiennent ça aussi. Peu importe qui dit quoi. Quel est votre choix naturel? Le plus haut niveau de bien-être ou de mal-être? De bien-être. Oui ou non? Vous avez 4 aspects. Vous avez un corps, vous avez un mental, vous avez des émotions, vous avez vos énergies. Tous ces 4 doivent être agréables. Le corps devient agréable, on appelle ça la santé. Le corps devient très agréable, on appelle ça le plaisir. Le mental devient agréable, on appelle ça la paix. Il devient très agréable, on appelle ça la joie. Les émotions deviennent agréables, on appelle ça l'amour. Elles deviennent très agréables, on appelle ça la compassion. Les énergies deviennent agréables, on appelle ça la félicité. Elles deviennent très agréables, on appelle ça l'extase. L'environnement devient agréable, comment doit-on appeler ça? La réussite ou le centre Isha Yoga? Non, non. Je vous dis ça parce que pour créer un environnement agréable, il faut beaucoup de travail. C'est une énorme quantité de gestion. Il faut constamment y faire quelque chose. Donc, créer de l'agrément autour de vous dépend de diverses personnes, diverses choses. En ce moment, on est assis ici. Si l'un d'entre vous pète les plombs, vous pouvez créer une atmosphère désagréable, d'accord? Mais le bien-être du corps, du mental, des émotions et des énergies est à 100% votre affaire, n'est-ce pas? N'essayez pas de vous forger une personnalité, vous comprenez? Parce que vous allez devenir une personnalité. Si vous devenez une très forte personnalité, vous allez devenir une caricature. Voyez, je veux que vous regardiez ça. Quelqu'un, quand vous étiez un enfant, quelqu'un autour de vous avait une très forte personnalité. Vous le regardez et vous dites, c'est une caricature, n'est-ce pas? Ou une créature. Ce sont différents niveaux de développement. Oui ou non? Quelqu'un fait preuve d'une très forte personnalité, personne ne peut supporter ses bêtises. Donc ne devenez pas une personnalité. Si vous êtes un être humain joyeux et sensé, vous ferez ce qu'il y a de mieux. Qu'allez-vous faire? Eh bien, on n'est pas arrivé par le même chemin. Nos compétences et nos capacités sont différentes. On va agir en fonction de ça. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ce que quelqu'un d'autre fait, peu importe. Vous allez faire de votre mieux parce que, quand vous êtes naturellement joyeux, vous n'êtes pas un obstacle dans votre propre vie.
Vous n'êtes pas le problème dans votre vie. Vous n'êtes jamais le souci. Cette seule chose, vous vous en assurez que dans votre vie, vous n'êtes pas le problème. Il y a d'autres problèmes, des milliers. Si vous avez 1000 problèmes par jour, ça veut dire que vous faites beaucoup de choses, c'est bien. Mais je ne suis pas le problème. Dès que vous devenez stressé, dès que vous devenez tendu, dès que vous devenez malheureux, dès que vous vous mettez en colère, vous êtes devenu le problème, n'est-ce pas? Veillez juste à cette seule chose, vous n'avez pas besoin de personnalité. Vous pouvez juste être, comme la vie. Vous êtes une vie, n'est-ce pas? Donc ne devenez pas une personnalité, juste la vie. La vie, c'est... La vie est le metteur en scène de toutes les personnalités. Comme la vie existe, le corps a évolué comme ça. Vous n'êtes pas né comme ça, n'est-ce pas? Comme la vie palpite ici, vous êtes Punjabi. J'essaie juste de trouver quelle nourriture. Voyez, un dokla. Un dokla, selon les Indiens du Sud, c'est un idli qui a mal tourné. Mais vous ne ressemblez pas à un dokla. Vous mangez un dokla et il devient vous. Donc pourquoi cela? Parce que la vie palpite, n'est-ce pas? Quoi que vous mettiez dans celui-ci, il devient comme ça. Il y a des instructions génétiques et évolutives et tout ça, mais le reste est fait par l'intelligence que vous appelez la vie. Donc la garder pleinement vigoureuse est la chose la plus importante que vous devez faire. Ne forgez pas une personnalité. Si la vie est pleinement activée, voyez, si votre corps est pleinement actif, il va se comporter d'une certaine façon. Seul votre intellect est pleinement actif, vous allez vous comporter d'une autre manière. Seules vos émotions sont actives, vous allez vous comporter d'une autre manière. Mais si cette vie est pleinement active, elle ne va rien faire qui va à l'encontre de la vie, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'une meilleure assurance que la vie? Je vous le demande. La vie est la seule assurance, n'est-ce pas, que vous ayez? Donc, ceci est la chose la plus importante. C'est une grosse erreur qu'un grand pourcentage de l'humanité a commise, que on pense qu'on doit créer quelque chose. Non, c'est déjà là. Voyez, un manguier n'essaie pas de fabriquer des noix de coco. Sa seule aspiration, c'est de devenir un manguier pleinement épanoui. Pour cela, à l'extérieur, il y a de nombreux obstacles. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau, peut-être qu'il y a une vache affamée, peut-être... autre chose, tout ça. Mais sa seule aspiration, c'est de devenir un manguier pleinement épanoui. C'est tout. Votre aspiration, c'est de devenir une vie pleinement épanouie, pleinement activée. Est-ce que toutes ces vies vont s'exprimer de la même manière? Jamais. Chacune va trouver sa propre manière, mais tant qu'elles ne sont pas une vie constipée, elles sont une vie pleinement activée. Ça va. Parce que si vous concevez votre personnalité d'une certaine manière, vous allez aussi attendre d'elle une certaine personnalité. Oui ou non? Inévitable, n'est-ce pas? Voyez, je me conçois d'une certaine façon et je dis, ma personnalité c'est ça. Maintenant, quelle est sa personnalité? Elle doit correspondre à mon modèle de personnalité. Autrement, elle ne va pas être acceptée. Ne vous faites pas ça à vous-même ou à quiconque.